Merci à toutes les trois pour votre invitation et je suis très content de revenir à l'ULB que j'ai quitté il n'y a pas si longtemps, puisque il y a certaines personnes que je vois ici que j'ai connues, à qui j'ai donné cours ou dont j'ai encadré des travaux, que je suis content de revoir donc à l'occasion de cette présentation de livre. J'ai été donc chargé de recherche FNRS ici à l'ULB jusqu'à il y a 2 mois. Et depuis 2 mois, je suis professeur donc à l'Université de Valence d'histoire contemporaine. Je travaille sur les martyrs politiques à l'époque contemporaine, donc 19e surtout, mais aussi un peu 20e siècle. Je travaille en priorité sur l'Espagne et sur l'Italie, mais en fait, je travaille aussi sur des choses beaucoup plus larges, notamment sur le martyr comme concept de la politique et comme catégorie analytique en fait propre à ce qu'on pourrait appeler la modernité politique. Alors, pour compléter rapidement ce que Francine a pu dire, je dirige aussi un programme de recherche dont je vous ai mis la référence ici, s'appelle Amapol. Alors, il se trouve qu'en espagnol, ça veut dire coquelicot, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire aspect du martyr politique, et je vous ai mis donc la référence. Voilà, je suis ici pour vous présenter ce volume qui s'appelle Les Nouveaux Martyrs, 18e, 20e siècle, qui est sorti il y a 3 mois. J'étais encore donc à l'ULB, c'est pour ça que ça apparaît sur la 4e de couverture. Le livre est présent donc en Belgique, il est présent en librairie, il y a eu enfin il est présent notamment en librairie des PUB qui est tout près d'ici, et il y a eu diverses émissions qui ont été faites notamment à l'RTBF. Je suis passé un jour dans l'histoire, je suis passé à d'autres émissions en Belgique et en Suisse. J'ai eu des interviews dans la presse aussi en Belgique et ce livre est apparu chez un éditeur français et je n'ai eu rien du tout en France. Preuve qu'il y a des différences entre la réception des sujets et des livres selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et ici, je suis très content donc de retrouver un public aussi nombreux. J'ai l'impression d'être Taylor Swift en plein Super Bowl. Et tout ça pour vous parler donc des martyrs politiques qu'on a proposé d'appeler dans le cadre de l'organisation de cette conférence martyrs politiques de l'histoire contemporaine. Bon, on va questionner aussi cette notion de martyr de l'histoire, puisque est-ce qu'on est martyr de l'histoire, est-ce qu'on est martyr d'une communauté en particulier? C'est des choses qu'on va voir avec les quelques exemples que je vais évoquer. Et comme on est au Centre d'histoire et de sociologie des gauches, qu'on est à l'ULB et que une partie du public d'ici, notamment une organisatrice, vient du CIERL, je vais essayer de satisfaire tout le monde, de vous parler des gauches, de vous parler de religion et politique, et de me satisfaire aussi moi-même en parlant de mon livre. Alors, est-ce que je peux t'interrompre une minute? Parce que je suis vraiment très très confuse. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu couru dans tous les sens. Et en fait, il y a aussi le cercle d'histoire qui est présent, qui co-organise avec nous l'événement. Donc, les historiens sont aussi là. Donc, il faudra encore satisfaire, même si on est historien, mais peut-être juste si elle peut comme se présenter, dire un mot par rapport à la conférence. Voilà. Vas-y, je te laisse la parole avant qu'il commence, comme ça, voilà, comme ça, c'est fait dans l'ordre des choses. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis vice-présidente du Cercle d'Histoire, je m'appelle Sabrina, et on essaye d'organiser des événements comme des conférences, des sorties au musée. On ouvre le cercle du lundi au jeudi, vous pouvez venir consulter les livres, faire des jeux de société avec nous, et on essaye vraiment de créer un climat d'entente et une safe zone pour pouvoir participer à plein d'activités à prix réduit et un peu découvrir du monde sur l'ULB, des gens. Et voilà. Et donc, c'était un plaisir de co-organiser cette conférence ici avec le Centre d'histoire et de sociologie des gauches. Ça paraissait important que ce genre d'événement soit mis aussi en valeur et en lumière via notre cercle. Et voilà, on espère pouvoir recommencer des activités ensemble. Voilà. Et comment on vous contacte? Alors, on a un site internet, on a un Instagram. Voilà. On a un Facebook. Sinon, vous pouvez venir au local dans le bâtiment U. On est ouvert du coup du lundi au jeudi de 12 à 16 heures. Tous les jours, nous sommes présents. Voilà. Merci. Et bien, merci beaucoup. Et donc, merci au Cercle d'Histoire aussi pour l'accueil et pour la co-organisation. Alors, je vous disais, la notion de martyr politique de l'histoire contemporaine, bon, c'est pas moi qui choisis ce titre, mais c'est un titre qui pose des questions. Et la première question qu'il pose, c'est
qu'est-ce que c'est donc un martyr politique? Une notion qui n'a pas forcément de soi, puisque la catégorie relève plutôt du religieux. Autrement dit, dans la sphère religieuse, cette notion qu'on va retrouver dans les 3 monothéismes, entre autres, se réfère à la capacité, à la propension à mourir ou à souffrir en témoignage de sa foi. Autrement dit, une catégorie qui est ancienne, qui remonte donc à l'Antiquité, qui renvoie à la notion de sacrifice pour le groupe, à la notion de sacrifice pour la cause, et qui, à partir du XVIIIe siècle, se trouve de plus en plus transposée. Ces transpositions ne sont pas nouvelles, mais elles s'accélèrent avec le XVIIIe siècle, avec la grande vague révolutionnaire qui frappe les sociétés européennes et atlantiques, à travers donc de cette phase révolutionnaire, à travers de cette vague révolutionnaire, les martyrs deviennent un outil politique de plus en plus courant, au point de s'imposer comme étant un outil fondamental de la reconstruction du politique qui doit composer en fait avec les bouleversements sans précédent qui ont été introduits par cette même vague révolutionnaire. Bouleversements qui sont tels qu'il va y avoir des martyrs politiques partout et dans toutes les cultures politiques. On en trouve au départ plutôt dans les cultures politiques qu'on peut qualifier de gauche, c'est-à-dire partisanes de l'héritage révolutionnaire. On va finir par en trouver partout, on en trouve même à l'extrême droite. Même le nazisme a ses martyrs. Enfin, c'est une notion extrêmement diffuse, extrêmement présente dans le spectre politique de l'époque contemporaine, mais c'est une notion qu'on ne définit jamais, ou presque jamais. En particulier, la notion est très employée. Il y a une sorte d'hyperinflation de ce concept dans le discours politique contemporain. On voit des martyrs à peu près partout, c'est déjà le cas au XIXe siècle. On voit des martyrs encore aujourd'hui à peu près partout, pour des raisons différentes. Au XIXe siècle, le fait de se dire martyr ou le fait d'être qualifié de martyr de quelque chose, d'une cause en particulier ou d'un groupe en particulier, c'est un moyen d'exprimer une souffrance qui se veut emblématique. Et le mot va prendre une telle importance dans le discours commun qu'on va finir par employer ce terme plus ou moins à tort et à travers. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle des martyrs séculiers, c'est-à-dire qui dérivent du contexte de la sécularisation, des martyrs séculiers donc, qui vont se trouver être pour les uns des martyrs politiques, pour les autres des martyrs d'à peu près n'importe quel champ de la vie sociale. On va parler de martyrs de la conjugalité, par exemple, à une époque où on réfléchit beaucoup sur le mariage. On va parler de martyrs du travail, à une époque où émerge le mouvement ouvrier. On va parler aussi d'animaux et de végétaux martyrs, à un moment où se développe la conscience, peut-être pas environnementale, on n'ira pas jusque-là, mais au moins la sensibilité au sort des animaux. En 1853 se crée la Société protectrice des animaux en France, et c'est aussi donc dans les années 1870 que la sensibilité croissante donc à l'environnement conduit à reconnaître des végétaux comme martyrs. J'ai pensé par exemple à un texte qui a beaucoup appelé mon attention, qui est paru en 1877 en France, qui a été publié par un curé français sous le titre « Le poirier martyr ». Et en fait, c'était un simple traité d'horticulture qui expliquait comment finalement il fallait bien planter les végétaux, si possible pas entre deux murs, parce que sinon leur pousse allait être contrariée, et donc finalement la métaphore du martyr se retrouvait être appliquée finalement à des contextes, à des environnements qui n'avaient absolument rien à voir avec l'environnement initial du martyr. Autrement dit, hyperinflation de cette notion, de ce terme dans le discours de l'époque, politique mais pas seulement, hyperinflation qu'on retrouve avec des discours très actuels, c'est-à-dire que on est dans un contexte où la notion du martyr à l'échelle internationale reste extrêmement actuelle. Il suffit de penser à des conflictualités très récentes. On peut penser au conflit israélo-palestinien, on peut penser au conflit russo-ukrainien, dans lesquels l'un et l'autre des belligérants à chaque fois utilisent, puisque c'est aussi l'occasion de le rappeler, la guerre n'est pas qu'une affaire militaire, c'est aussi une affaire culturelle, c'est aussi une affaire idéologique, c'est une affaire de propagande. Et donc, c'est un enjeu de propagande de guerre que de dire qu'on est finalement soi-même martyr, et c'est un enjeu aussi pour les soutiens, pour les alliés, de dire que celui qu'on soutient, eh ben finalement, il est martyr parce qu'il est légitime,
et parce qu'il est innocent. Je ne vous ai cité que 2 exemples, mais dans à peu près n'importe quelle culture politique ultra-contemporaine, finalement, dans l'actualité du début du XXIe siècle, on pourrait trouver des exemples extrêmement nombreux d'acteurs et d'actrices, puisqu'on a des hommes et des femmes, c'est aussi un autre point qui est à souligner, qui sont présentés ou qui parfois se présentent eux-mêmes comme étant les martyrs d'une cause ou les martyrs d'un contexte. Alors, je vais vous faire voyager, je vous envoie en Italie, à Ravenne, tout simplement parce que j'y étais il y a 2 jours pour une conférence, que j'ai fait une belle photo, donc de 3 plaques commémoratives qui m'ont interpellé parce qu'elles allaient ensemble. Elles se trouvaient dans la mairie donc, de cette commune qui est une ville moyenne du nord-est de l'Italie, entre Rimini et Venise. On est légèrement au sud du delta du Pô, donc on est au nord-est de l'Italie. Et en me promenant devant la mairie de cette ville, en allant donner une conférence pour laquelle j'ai également utilisé cette image, je me suis trouvé devant ces 3 plaques commémoratives dont le caractère réuni a appelé mon attention. Ce sont 3 plaques commémoratives qui ont été établies à la fin du XXe siècle, chose significative, et également établies par la mairie, qui montrent comment un certain nombre d'expériences qui relèvent du champ du martyr sont significatives finalement pour l'identité de cette commune. D'abord, première chose, plaque de gauche, l'héritage de la résistance italienne, le mouvement de ce qu'on a appelé les partisans, c'est-à-dire tout le mouvement de résistance italienne dans la première moitié des années 1940, pour faire court, est un mouvement qui a donné lieu à un fort élan d'héroïsation avec toute une série de victimes politiques. On voit le glissement dans le vocabulaire, il y a un certain nombre de mots que j'ai soulignés. Ancienne et fière ville, qui a donné sa contribution sanglante et valeureuse, 2 termes qui sont très forts dans l'expression du martyr, qui passe par des images, qui passe par le sang, qui passe par l'effusion du sang, et également la notion de courage, puisqu'il y a aussi l'idée du don de soi, il y a l'idée du dévouement, qui est centrale dans la définition du martyr, quelle que soit la culture politique impliquée. Un peu plus loin, on trouve l'argument du nombre, des centaines de partisans de nombreuses formations sont tombés dans la lutte, dans le combat. Ces citoyens ont donné un exemple admirable en soutenant les combattants des forces régulières. Autrement dit, il y a l'idée de l'exemple, il y a l'idée de l'exemplarité, il y a l'idée de l'édification. La mort du martyr ou la souffrance du martyr est quelque chose qui le rend exemplaire, qui le rend admirable aux yeux d'une communauté. En présentant les choses ainsi, le jour du 50e anniversaire de la Libération, la mémoire des martyrs se construit à travers des cultes, et ces cultes réemploient toute une série de liturgies qui empruntent aux cultes religieux. Autrement dit, de la même manière qu'on a les fêtes patronales, les fêtes votives, les fêtes des saints, on va avoir un autre calendrier qui va se fonder sur les martyrs politiques et qui va être un calendrier variable, c'est-à-dire qu'il dépend des communautés. En l'occurrence, le 50e anniversaire de la Libération de 1944, célébré donc en 1994, est utilisé comme prétexte pour cette célébration qui permet de vanter l'exemplarité, finalement, de ces partisans morts pour la défense de Ravenne en 1944. On va changer de contexte et on va passer en 1980, au moment où intervient un attentat mené par les Brigades Rouges dans la gare de Bologne en 1980, un attentat très mortifère qui s'inscrit dans un contexte donc, de lutte politique qu'on appelle les années de plomb, avec des terrorismes affrontés, l'un de gauche, l'autre d'extrême droite, et donc la mémoire de cet attentat donne lieu à la reconnaissance du caractère de martyr d'un certain nombre des civils qui sont morts pendant cet attentat, chose que l'on signale également en 1980 à travers cette plaque commémorative que je vous ai mise en haut à droite, enfin que je n'ai pas mise en fait, qui se trouve être comme ça, puisque le montage n'est pas le mien mais celui de la mairie de Ravenne. On vous dit en souvenir de tous les citoyens morts pour la liberté, pour la démocratie, victimes de la barbarie terroriste. Vous voyez un discours sur la moralité, un discours sur l'éthique qui oppose le bien et le mal de manière très manichéenne, avec l'idée que finalement,
les martyrs incarnent la vertu, les martyrs sont dans le camp du bien, et ils sont nécessairement les victimes d'une violence. Enfin, troisième image, les martyrs du travail, qui sont en fait 13 ouvriers, morts pendant un accident de bateau dans le port de Ravenne, donc en 1987, et on les présente comme étant ceux qui sont morts pendant le travail. On a plusieurs archétypes qui apparaissent, donc le martyr de la justice avec le terrorisme, le martyr du devoir, la résistance, qui est en même temps aussi le martyr de la liberté. Tout ça, c'est des archétypes qu'on retrouve quelles que soient les situations, et en même temps les martyrs du travail, ceux qui sont morts en fait, comme ça aurait été le cas par exemple de mineurs du 19e siècle, morts pendant un coup de grisou. On a un certain nombre d'exemples dans l'histoire industrielle de la Belgique, de la France du Nord et d'autres États qui ont été marqués donc, par l'industrialisation. Ce qui m'a intéressé avec ce montage, c'est le fait qu'il y avait donc un certain nombre d'éléments qui étaient mis ensemble pour former l'équivalent d'un martyrologe. Martyrologe qui est promu par un pouvoir, qui est promu par une communauté, avec l'idée que cette identité sacrificielle, d'abord, est une construction qui est le produit d'une volonté politique, qui est produit donc de la volonté d'un groupe d'acteurs et d'actrices, et par ailleurs, le fait que, finalement, ce martyrologe est ce qui fait communauté. Ce martyrologe, il fait sens pour des habitants de Ravenne, il ne fait pas forcément sens pour vous, à Bruxelles, en 2025. Autrement dit, autant le martyr religieux est universel, ou se définit par sa vocation universelle, même s'il a un ancrage local, autant le martyr séculier est un martyr circonstancié, qui s'inscrit dans le cadre d'une communauté et qui fait sens pour cette seule et unique communauté. On trouve des choses équivalentes ailleurs, ici à Madrid, par exemple, sur le palais de la présidence de la communauté autonome, là aussi, autre lieu de pouvoir, ces 3 plaques commémoratives qui regroupent toute une série de héros et de victimes. Notez l'alternance du vocabulaire, j'y reviendrai. D'une part, les héros populaires du 2 mai 1808, c'est-à-dire les civils madrilènes qui ont résisté à l'attaque de la ville par les Français, par les troupes de Napoléon, par la Grande Armée, etc., le 2 mai 1808, autrement dit une date qui pendant très longtemps a été la fête nationale espagnole, entre 1840 et 1958, avant qu'on la remplace tout simplement par le jour de l'Hispanité, pour des raisons politiques. En fait, c'est une politique franquiste, et le jour de l'Hispanité, le 12 octobre, est encore la fête nationale espagnole, comme quoi tout le monde ne gère pas les mémoires publiques de la même manière. Autrement dit, vous avez à gauche les héros du peuple du 19e siècle, vous avez à droite les victimes du terrorisme à travers l'attentat de la Cercanía, donc c'est plus ou moins comme un train régional à Madrid, donc le 11 mars 2004, le souvenir des victimes et le comportement exemplaire, vous voyez ce vocabulaire qui rappelle ce qu'on a vu pour Ravenne, du peuple de Madrid, pour que le souvenir des victimes et, le comportement, et du comportement exemplaire du peuple de Madrid reste toujours vivace. Et enfin, les victimes de la Covid-19, en particulier celles qui sont mortes seules. Voyez comment ces plaques commémoratives nous renseignent sur les conceptions de l'exemplarité, autrement dit, qui est-ce qu'on va retenir, qui est-ce qu'on va choisir de mettre en évidence, et pourquoi est-ce qu'on va le mettre en évidence? Précisément parce qu'il fait sens pour cette communauté. Pourquoi est-ce qu'à Madrid, en 2025, il y a encore cette plaque pour un événement de 1808, et pourquoi cet événement a été mis en regard de la Covid-19? Tout simplement parce que il y a des phénomènes de permanence qui sont liés à des échos que les figures de martyrs peuvent avoir par rapport à d'autres situations et qui contribuent finalement, donc à des processus qui sont des processus identitaires, dans lesquels le martyr, qui est, comme je l'ai dit, le produit d'un discours, on ne meurt pas martyr, on ne souffre pas comme martyr, on est défini par martyr parce qu'on est mort ou parce qu'on a souffert de telle ou telle manière, et surtout parce qu'on est mort ou parce qu'on a souffert pour telle ou telle raison. Avec tout un vocabulaire qui alterne entre 2 polarités. D'un côté, l'idée de l'héroïsme, on est martyr parce qu'on est exemplaire, tout le monde ne peut pas être martyr, et en même temps la victimité. La victimité qui est quelque chose de beaucoup plus ordinaire. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale,
il y a eu une inflation nouvelle des discours sur la victimité qui font qu'on voit des victimes à peu près partout et n'importe où. On voit des victimes par référence à ce qui est plus ou moins l'archétype de la victimité, c'est-à-dire la Shoah, un discours qui est encore construit. Des travaux d'historiens et d'historiennes ont montré que c'est au sein des associations juives, à partir de 1944, que s'est imposé finalement ce récit du protagonisme victimaire, c'est-à-dire du fait que ce soit des victimes qui occupent la première place dans un discours sur les souffrances et dont les souffrances soient plus fortes et plus exemplaires que les autres, c'était finalement les souffrances des Juifs de la Shoah, autrement dit pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée que cet épisode historique va être associé de manière durable, de manière pérenne, à l'image de la victimité et du martyr, d'abord parce qu'il va s'ancrer dans une tradition confessionnelle qui va être l'idée que l'histoire du judaïsme, écrite par les Juifs depuis le Moyen-Âge, est une histoire que les Juifs eux-mêmes définissent comme lacrymale. Autrement dit, le motif des larmes est un motif permanent dans le récit des souffrances et, par extension, dans le récit donc, de l'histoire à long terme du peuple juif. Ce protagonisme induit une situation de concurrence avec d'autres situations victimaires, c'est-à-dire comment exister en tant que victime, par exemple quand on est victime du terrorisme et que tout l'espace médiatique est occupé, que tout l'espace médiatique est saturé finalement par ce souvenir de la Shoah. En fait, il faut replacer tout ça à plusieurs échelles. Il y a une échelle médiatique qui va être plus ou moins globale, et il va y avoir des sous-échelles, des échelles par exemple nationales dans lesquelles on va avoir les martyrs de la patrie, les martyrs de la nation, qui vont occuper une place certaine, et en même temps on va avoir des causes qui vont se définir comme étant infranationales, comme étant locales, comme étant régionales. Autrement dit, on va avoir des martyrs qui vont occuper une importance à différents niveaux d'échelle. On va aussi en avoir qui vont articuler, et c'est à peu près le propre en fait de tous les martyrs, qui vont articuler en fait une cause à portée universelle avec une existence locale. C'est le cas de cette figure du mouvement ouvrier international, Jean Jaurès, député français socialiste au début du XXe siècle, exécuté en 1914 alors qu'il était dans un café, à la terrasse d'un café à Paris, quelques jours avant donc le déclenchement il a été assassiné, oui, quelques jours avant le déclenchement donc de la Première Guerre mondiale. Jean Jaurès devient très vite, d'abord pour les socialistes français, pour qui il est resté, mais il l'est aussi pour les socialistes européens. Il y a un discours sur Jaurès martyr, par exemple, chez les socialistes italiens, chez les socialistes allemands aussi. Mais c'est un discours de beaucoup plus courte durée, puisque finalement, d'autres figures du socialisme, d'autres figures des gauches en général vont prendre le pas en Italie, en Allemagne, sur la mémoire de Jaurès. Rosa Luxembourg, par exemple, en Allemagne, Matteotti, dans le cas de l'Italie. Jaurès reste très présent en France, et en particulier dans ce qui a été son fief électoral, Carmaux, une ville industrielle, une ville minière du sud-ouest de la France, dont il était député, il me semble bien qu'il était originaire de là aussi, c'est à vérifier. Albi. Oui, bah, c'est à peu près le même coin. Donc, statut qui a été fondé en 1923, donc dans cette ville de Carmaux, où il y a un attachement local, attachement qui a été présenté de manière presque thaumaturgique. C'est-à-dire que, par exemple, le maire de Carmaux, l'équivalent du bourgmestre donc en France, dit que lorsqu'il apprend la mort de Jaurès, il est pétri de tremblements, il est pétri de manifestations physiques que lui évoque chaque référence donc au nom de Jaurès. Il y a finalement cette capacité à agir sur les corps des survivants, qui est tout à fait typique du souvenir des martyrs et qui renvoie aussi à la manière dont on traitait les martyrs donc du christianisme. Ici, dans un contexte de forte permanence de la mémoire locale de Jean Jaurès, on le définit comme étant apôtre et martyr de la paix. On note le fait que le terme d'apôtre, plus encore que celui de martyr qu'on trouve dans tous les monothéismes, renvoie explicitement au contexte du christianisme, dans un temps de sécularisation et dans un contexte de rapport compliqué en fait des socialistes par rapport à la religion, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un rejet qui va dans le sens d'une politique de laïcité, mais en même temps il y a l'idée qu'on reconnaît finalement Jésus comme le premier socialiste, voire comme le premier communiste. C'est tout un discours comme ça qui se prépare dès la fin du XIXe siècle et qui va rester présent pendant une large partie du XXe. Je vous mets simplement parce que je trouve que ça interpelle
dans la partie droite de la slide, un parc à thème qui a été fondé en Espagne, dans une ville qui s'appelle Huesca, donc on est dans les Pyrénées, on est à la frontière franco-espagnole, en 2014, qui s'appelle le parc Mártires de la Libertad, autrement dit, des martyrs de la liberté, un projet qui a été fondé à l'initiative d'une entreprise républicaine, enfin d'un comité républicain local, qui a voulu mettre ensemble en fait la mémoire des républicains qui ont été fusillés par la monarchie espagnole, par les armées de la monarchie espagnole du XIXe siècle, et en même temps le souvenir des républicains de 1936, de la guerre civile espagnole, présenté sous le chapeau général tous les antifascistes, avec un discours qu'on retrouve, qui permet de retrouver un certain nombre des caractères qu'on a vus précédemment, en souvenir de tous les antifascistes, hommes et femmes, vous voyez la composante de genre qu'on a déjà évoquée, qu'on retrouve, qui ont souffert de la répression, de la guerre, de la prison, de l'exil et de la mort. Vous voyez qu'on peut être martyr en étant mort ou en étant vivant, pour que leur vie, leur lutte et leur exemple ne tombent pas dans l'oubli. Qu'est-ce qu'on remarque finalement dans la construction des martyrs qui soit commun à chacun de ces exemples? Précisément, un processus d'édification qui est le produit d'un récit. On est martyr, je vous l'ai dit, parce qu'on souffre ou parce qu'on meurt. Autrement dit, le martyr, c'est le résultat d'une violence qui est à la base de ce qui sera plus tard le récit du martyr et qui fondera les cultes, les dévotions, la mise en mémoire des martyrs. Ce qui est au milieu, ce qui est le point de départ, c'est ce que j'ai appelé, en reprenant les mots des sciences sociales, une situation agonistique. En français, ça fait un peu, ça sonne un petit peu pompeux, on va dire, tout simplement, faites comme si j'avais écrit violence. La violence, de manière très factuelle, elle est descriptible, elle pourrait l'être par vous, elle pourrait l'être par moi, sans rentrer dans des considérations morales, sans rentrer dans le sadisme ou dans la victimité ou dans la compassion ou des choses comme ça. On peut décrire tout simplement, avec un vocabulaire très factuel, la manière dont une violence est exercée par quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Celui qui exerce la violence, on va l'appeler un perpétrateur, pour ne pas utiliser de connotation morale, pour ne pas le dénigrer, pour ne pas le stigmatiser. De la même manière, factuellement, celui qui subit la violence, c'est une victime. Cette violence produit des émotions au sein du corps social, au sein d'une communauté. Ces émotions sont au centre d'un récit à vocation édificatrice qui va reprendre les outils, qui va reprendre les ressorts de la martyrologie chrétienne, de la martyrologie religieuse en général, puisqu'on trouverait la même chose en contexte juif, en contexte musulman. La géographie, le martyrologe dans le contexte de l'Europe occidentale. Ce récit permet que la violence se transforme de manière symbolique en un martyr perpétré par un bourreau. Vous voyez comment le perpétrateur, à travers ce récit, à travers cette construction, se transforme en bourreau. Et cette violence, donc édifiée en martyr, est exercée par le bourreau sur le martyr. La victime devient, par conséquent, un martyr. Voyez comment se déroule ce processus d'édification qui, à un troisième niveau, qui est un niveau que j'ai appelé instrumental, devient un outil de légitimation et de pédagogie par l'iconographie et par la propagande. J'en viens au plan de mon bouquin, livre que je peux faire circuler parmi vous. Alors, je ne sais pas si ça se lit bien, en particulier pour ceux qui sont au dernier rang, pour ceux qui sont au fond, c'est clair que non, à moins d'avoir des jumelles ou à moins d'avoir piraté le PowerPoint qui est en train d'être projeté. Vous remarquez que j'ai suivi un ordre chronologique qui a cherché à montrer à la fois l'évolution de la catégorie entre le héros et la victime. Ça a été une difficulté pour moi, en fait, d'essayer de retracer cette évolution et d'essayer de se départir de ces catégories, de se départir aussi du vocabulaire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle héros, ce qu'on appelle victime, ce qu'on appelle martyr, c'est des notions qui évoluent au cours du temps. Également, de faire la part aussi des cultures politiques. Ce qu'on appelle une culture politique, c'est un ensemble de références, que ce soit des références morales, des références historiques, des références symboliques, des références éthiques, qui fondent l'identité d'un mouvement politique en général. Autrement dit, ces cultures politiques
sont différentes et recourent toutes à des martyrs, les révolutionnaires d'abord, les libéraux, les démocrates, les contre-révolutionnaires, qui également récupèrent la figure du martyr au milieu du 19e siècle, parce que, tout simplement, il y a une grande vague révolutionnaire en Europe autour de 1848. Cette vague révolutionnaire est gagnée, en fait, par les contre-révolutionnaires, par les opposants aux révolutions, tout simplement parce que les révolutions ont produit des régimes qui ont été écrasés par la répression. Néanmoins, les révolutionnaires ont gagné la bataille des idées. Ils ont gagné la bataille, en fait, des symboles, puisque les contre-révolutionnaires sont obligés de s'aligner sur la politique symbolique de leurs adversaires. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que le fait d'avoir des martyrs séculiers, le fait d'avoir des martyrs indépendants, en fait des martyrs reconnus, intronisés par l'Église, tout simplement ça marche, c'est efficace, et c'est tout simplement un transfert symbolique de sens. Autrement dit, on ne le considère pas forcément un acteur séculier comme un martyr en soi au sens ecclésiastique, mais on reconnaît la validité finalement de ce transfert de sens, avec l'idée qu'il y a toute une série de contextes et d'évolutions, le cadre national en particulier qui se renforce donc à la fin du 19e siècle, qui entre en collision avec d'autres dynamiques, notamment des dynamiques qui sont des dynamiques internationalistes, en particulier du côté du mouvement ouvrier, en particulier du côté du mouvement anticlérical, qui a également un fort impact à l'échelle européenne et mondiale en général. Et tous ces éléments déterminent la manière dont va se présenter le martyr politique donc au XXe siècle. J'ai moins traité le XXe siècle que le XIXe, non pas parce que je suis 19e et que ma préférence allait vers ça, mais c'est parce que c'est vers le 19e siècle que s'est effectué le développement du processus, et c'est au 19e siècle que la diversification du martyr politique et son inflation ont été la plus grande. J'ai intitulé mon chapitre sur le XXe siècle « Que devient, de ce côté, le martyr politique au temps des victimes ?» Expression que j'ai empruntée à un historien italien qui s'appelle Giovanni De Luna, qui a étudié finalement ce phénomène d'hyperinflation du fait victimaire dans les médias, dans la culture ordinaire, dans la vie quotidienne finalement. À la fin du XXe siècle, il s'est posé la question, qu'est-ce que c'est être un héros, autrement dit à la fin du XXe, qu'est-ce que c'est être un martyr à la fin du XXe. Donc il y a divers contextes qui montrent cette diversification, en particulier la notion de martyr au XXe siècle est mise à l'épreuve des conflits mondiaux, est mise à l'épreuve du renouvellement des conflictualités, en particulier des conflictualités nouvelles qui apparaissent. Donc c'est le cas des luttes terroristes, c'est le cas de l'opposition aux mafias, avec le fait qu'il y a des martyrologes qui s'affrontent. Les mafieux, par exemple, croient que leur cause est légitime. Les mafieux ont leur martyr. Les mafieux utilisent des dévotions traditionnelles pour construire, édifier, célébrer des acteurs et des actrices en tant que martyrs. Les terroristes font la même chose. Autrement dit, il n'y a pas un camp du bien qui a ses martyrs et un camp du mal qui a ses perpétrateurs. Chacun des camps en présence croit qu'il est le camp du bien. Et autrement dit, chacun des camps en présence se dote de ses martyrs pour incarner ses valeurs et va diaboliser le camp adverse en tant que perpétrateur. Justement, les causes du terrorisme, les causes de la mafia, mais on pourrait aussi faire remonter, par exemple, à l'opposition entre fascisme et antifascisme, ou entre nazisme et antinazisme, on a une opposition qui se fonde sur une perception d'un code moral, sur une perception d'un code donc de valeurs. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On pourrait revenir dans la discussion. D'abord, des figures de martyrs qui sont prises avec les notions de héros, qui est revitalisé finalement dans l'espace public à la fin du XXe siècle, et également aux prises avec le concept de victime, autrement dit une définition toujours plus difficile. En fait, moi je me suis appuyé sur le vocabulaire des acteurs, mais en fait, une des conclusions que je pourrais dire à la fin de mon livre, c'est que je ne sais toujours pas ce que c'est un martyr. Je sais ce que c'est avec un outil analytique, mais je ne sais pas ce que c'est pour les acteurs et les actrices, par exemple, de tel ou tel contexte. Je ne sais pas ce que c'est un martyr, par exemple, pour, je sais pas, les Belges de 1867, par exemple, ou pour les Italiens de 1994, dans le contexte de la lutte anti-mafia, puisqu'il y a des martyrs partout, en fait, et la multiplicité des constructions victimaires brouille la compréhension de la catégorie. Les figures de martyrs sont de plus en plus globalisées et sont confrontées au prisme donc de la mondialisation.
Et ce contexte-là a un impact sur la manière dont on va comprendre cette catégorie. Il y a des chercheurs de sciences sociales qui ont affirmé, c'est notamment le cas d'un des meilleurs spécialistes mondiaux du martyr chrétien, il s'appelle Paul Middleton, donc comme la reine princesse, je ne sais plus ce qu'elle est, d'Angleterre. Paul Middleton, qui affirme donc que justement, c'est parce qu'il y a une expérience victimaire sans précédent, les attentats terroristes du 11 septembre 2001, et parce qu'il y a une vague émotionnelle sans précédent qui a été provoquée au sein des opinions publiques mondiales, qu'il y a eu un écho au sein de la communauté scientifique et qu'il y a eu cette inflation nouvelle des études sur le sacrifice, sur le martyr. Je ne vais pas m'appesantir plus avant. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole, si tant est que je puisse le faire, à mes deux discutantes et à la salle. Je vous remercie.